Donc, juste pour terminer ce qui a été coupé dans la vidéo précédente, on était sur la fin du conditionnement. Comment fait-on pour ajouter le pétillant dans la bière, étant donné qu'on a laissé le CO2 s'échapper lors de la fermentation? Eh bien, soit on vient ajouter du CO2, comme lorsqu'on fait du coca, d'accord? On vient remettre un petit peu de CO2 dans la bouteille avant de mettre la capsule. Soit si c'est en fût, eh bien ça se fait au moment où l'on sert la bière, là sur les pompes. Ou alors, troisième possibilité, c'est en bouteille, on fait une deuxième fermentation. Donc on dit que la bière est refermentée en bouteille. Pour ça, on remet un tout petit peu de levure, un tout petit peu de sucre, on met la capsule, et donc les levures refont la fermentation, redégagent du CO2 qui est bloqué dans la bière, donc c'est du CO2 dissous. Et là, il faut savoir qu'il y a à nouveau une petite élévation du degré d'alcool, puisqu'on a augmenté la fermentation, on a repris une fermentation. Voilà pour le conditionnement. Alors, nous arrivons maintenant dans la partie la plus importante de ce chapitre, qui sont les actions chimiques et microbiologiques. Je devrais plutôt dire les actions biochimiques. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe sur chacune des étapes. Et donc, pourquoi chacune des étapes est importante à faire et à faire dans ces conditions-là. Alors, tout d'abord, le principe de base. Si je résume la formation de la bière, je commence avec des grains d'orge, je poursuis en ayant un mou, et à la fin j'ai de la bière. Alors, quels sont les éléments de base, quels sont les éléments caractéristiques de chacune de ces situations? Eh bien, les différentes étapes vont nous permettre de passer de transformer l'amidon qui est présent dans l'orge initialement en sucre fermentescible, il y a ES au bout, mais juste mon encadré est trop petit, en sucre fermentescible, donc en sucre plus simple au niveau du mou. Et ensuite, nous allons passer à l'état de l'alcool. Donc ces sucres vont être transformés en alcool au niveau de la bière. Et donc ce sont les différentes étapes étudiées plus tôt qui permettent ces différents passages. Alors, que se passe-t-il lors du maltage d'un point de vue biochimique? Eh bien, pour ça, il faut d'abord observer ce schéma-ci. Vous avez ici l'intérieur d'un grain d'orge. Et il y a cette partie-ci et cette partie-ci qui sont relativement intéressantes. Ici, vous avez l'endosperme avant le maltage et ici l'endosperme du grain d'orge après le maltage. Alors l'endosperme, c'est le tissu de réserve énergétique de votre grain. Alors, dans mon endosperme avant maltage, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que mes grains d'amidon, donc ce qui m'intéresse dans le grain, eh bien, sont enfermés à l'intérieur de cellules qui contiennent des membranes cellulaires et une paroi cellulosique, et également entre tous ces grains d'amidon, eh bien, j'ai du ciment protéique qui vient sceller le tout ensemble. Après, lorsque j'ai fini le maltage, lorsque cette étape est terminée, eh bien, je remarque que l'endosperme a été fortement modifié. J'ai donc déjà les membranes cellulaires qui se sont disloquées, qui sont disparues petit à petit. J'ai le ciment protéique qui est également parti. Et donc, j'ai en fait les grains d'amidon, les grains d'amidon qui sont beaucoup plus accessibles au niveau de mon grain d'orge. Vous pouvez donc mettre ces observations par écrit. Donc, vous pourriez faire une phrase par vous-même qui ressemblerait à la suivante. Donc, avant le maltage, l'amidon est enfermé dans les cellules et coincé par le ciment protéique. Ensuite, après le maltage, l'amidon est plus libre dans le grain. Les membranes cellulaires et le ciment protéique ont disparu. Alors, à quoi va servir ce maltage? Pour le comprendre, lisons les informations suivantes dans votre cours. Le but du brassage, qui est l'étape suivante, est d'obtenir un mou sucré, donc quelque chose qui a le goût sucré, qui pourra ensuite être transformé en alcool sous l'action des levures. Mais lorsque nous sommes au niveau du grain d'orge, il n'y a pas de sucre fermentescible à l'intérieur, on a seulement de l'amidon. Ce dernier est contenu dans l'endosperme, comme on l'a vu là. Et cependant, on sait que la germination du grain va permettre de produire des enzymes. Alors, il y a trois types d'enzymes. Nous avons les protéinases, l'amylase alpha et l'amylase bêta. Et donc, on va faire germer ce grain en faisant le maltage pour libérer les protéinases qui vont dégrader le ciment protéique, comme on a vu juste au-dessus, et permettre la libération de l'amidon. Ensuite, on va ensuite, on va libérer l'amylase alpha. L'amylase alpha, elle a la caractéristique de transformer l'amidon en dextrine. Alors, les dextrines, je vous invite à mettre une petite note à l'arrière de votre feuille. Une dextrine, c'est un sucre
un grand sucre, donc c'est encore un polysaccharide, mais qui est beaucoup plus court déjà que l'amidon. Donc c'est un peu une phase intermédiaire entre les mono et les disaccharides et les polysaccharides. Donc une dextrine, c'est un sucre c'est un polysaccharide, mais plus court. Donc, nous avons l'amylase alpha qui va transformer l'amidon en dextrine, et puis on va également libérer une autre enzyme, l'amylase bêta, qui elle a pour caractéristique de transformer aussi bien une partie de l'amidon que les dextrines en sucre fermentescible. Alors, que sont plutôt, si je veux parler français, les sucres fermentescibles? Ce sont des mono et des disaccharides. Par exemple, nous avons le glucose, le fructose, le maltose et le saccharose. Donc, dans ces quatre situations-là, nous sommes sur des mono ou des disaccharides. Donc, si on veut résumer, le maltage est en fait la phase préliminaire qui va permettre de développer les outils qui seront nécessaires pour le brassage, ces outils étant les différentes enzymes. Voilà, il y a ensuite une petite remarque dans votre cours sur laquelle je n'ai pas très envie de m'étendre cette année. C'est simplement ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Donc vous vous souvenez que lors du maltage, on faisait une étape de chauffe, ce que j'ai appelé le coup de feu. Et en fait, c'est pour donner le côté doré. Alors le côté doré que vous retrouvez également lorsque vous faites du pain, lorsque vous lorsque vous faites cuire votre pain, vous avez l'apparition de cette croûte dorée également. Eh bien, c'est dû à une réaction qu'on appelle la réaction de Maillard, qui est en fait dans certaines conditions des protéines en milieu humide avec certaines températures qui permettent justement ce côté doré. Mais voilà, vous ne devez pas retenir cette partie-là. Je n'ai pas envie de m'étendre dessus cette fois-ci. Alors, si on regarde d'un peu plus près ce tableau de température, vous voyez en fait la relation entre la température et puis l'activité des enzymes. Alors, si vous regardez ce tableau d'un peu plus près, eh bien, vous allez un peu comprendre pour quelles raisons les brasseurs vont passer par trois paliers de température. On aura tout d'abord un palier à plus ou moins 50 degrés, le but étant de faire fonctionner essentiellement les protéinases, donc qui vont permettre de dissoudre complètement ce ciment protéique et venir libérer quelque part les grains d'amidon qui sont à disposition dans le grain. On va ensuite avoir un palier au niveau de 65 degrés, pour faire fonctionner les amylases bêta. Alors les amylases bêta, elles auront pour but de fabriquer des dextrines, mais également du maltose, qui est un sucre fermentescible qui va vraiment nous intéresser. Donc si on a beaucoup de maltose, on aura beaucoup de sucre fermentescible, et donc une teneur en alcool plus importante. Ensuite, on passe par un troisième palier de température, dans lequel on va faire davantage travailler l'amylase alpha, donc sur une température plus élevée, je ne sais plus où elle est ici, donc aux alentours des 70 degrés. Et alors là, ça permet de fabriquer essentiellement des dextrines. Les dextrines qui sont ces sucres un peu plus grands, un peu plus longs, et qui vont non pas être la base de l'alcool, mais ce qu'on appelle le fait de donner du corps à la bière. Du corps à la bière, c'est ce qui vous donne un peu une différence entre boire justement boire quelque chose d'autre que de l'eau. Donc pas avoir un truc qui passe tout seul dans la bouche, mais avoir quelque chose qui a une certaine texture, voilà, une certaine texture en bouche, c'est ce qu'on appelle le corps dans la bière. Donc par exemple avec des trucs que vous connaissez, le cacao a plus de corps dans la bouche qu'un verre d'eau, par exemple. Bon, à la grosse louche, hein, c'est un exemple peut-être un peu idiot, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc voilà, on a ces trois paliers de température, et puis après on termine par un quatrième palier de température encore un peu plus élevé, et là le but, boum, c'est de rendre inactives toutes ces enzymes, parce que pour rappel, en lien avec notre premier chapitre, les enzymes sont des protéines. Les protéines sont actives lorsqu'elles ont leur forme tridimensionnelle qui leur est propre. Et cette forme tridimensionnelle peut être inhibée, peut être annulée par la chaleur. Donc on termine par un coup de chaud un peu plus chaud pour détruire la forme des protéines et les rendre inactives et ne pas avoir après encore des transformations que l'on ne souhaite plus. Donc, ici, c'est quand même franchement résumé dans votre cours, hein. C'est quand même bien d'avoir une idée des trois paliers, donc prenez peut-être quelques notes au verso, donc en vous repassant un peu la vidéo. Reprenez peut-être quand même l'action des trois enzymes par rapport aux températures, donc les plus basses pour les protéases, température moyenne pour l'amylase bêta qui va donner essentiellement le maltose, qui va donner les sucres fermentescibles, et finalement l'amylase alpha qui va donner plus de dextrine et donc plus de corps à la bière sur le troisième palier de température, et puis finalement le dernier palier de température, plus chaud, pour inhiber l'action des enzymes.
Maintenant, je vais simplement lire le petit résumé qui est fait dans votre cours. Après consultation de ce tableau, on comprend pourquoi le brasseur amateur maintient son brassin à une température entre 65 et 68 degrés. Mais attention, ce n'est pas là le seul palier. Cela permet de produire du maltose fermenté cible, mais aussi une proportion moindre de dextrine. Le maltose produit contribuera à la teneur en alcool et les dextrines donneront le corps à la bière. On peut également jouer, petite remarque, sur l'acidité du brassin pour favoriser l'une ou l'autre amylase. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour le cours de ce vendredi. Il nous restera à faire la fin du cours la semaine prochaine lorsque nous nous verrons en classe. Voilà, je préfère faire la fermentation, donc la théorie sur la fermentation lorsque je vous verrai de visu parce qu'il faut faire quelques équations, ce genre de choses, et donc c'est plus simple en direct. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et n'hésitez pas pour vos questions par mail.